Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bon, il n'est pas encore 19 heures, donc j'attends que tout le monde rejoigne le live. Voilà. Je vois une personne, deux personnes. Vous pouvez cliquer, aimer, commenter. Comme ça va activer le processus de Facebook et ça va permettre aux autres de voir qu'il y a un live. Donc n'hésitez pas à commander, à liker et dites-moi sur la vidéo si vous m'entendez bien. Je vois Claude Chevalier qui est présente. Bonsoir Claude. Vous pouvez liker également, hein. N'hésitez pas à liker, commenter. Ça permet à la machine Facebook de montrer qu'on est en live. Voilà. Bonsoir Claude, bonsoir Stéphane. Vous m'entendez très bien? Uno, dos, tres. Empezamos esta noche, venga. Vamos a ver, vamos a ver. Bon, on attend tout le monde. J'attends qu'il y ait à peu près une quinzaine de personnes. Nous sommes 7, 8 personnes. Bon, 18h57. 3 minutes d'avance. Stéphane, bonsoir. Claude, bon, je l'ai dit. Donna Lola Beach, bonsoir. Bena, bonsoir aussi. Donna Lola Beach qui est à Mijas, Caleta de Mijas. Non? Yann Young. Je ne sais pas si c'est elle qui est là-bas ou alors les collaboratrices. Bon, Claude, vous n'avez toujours pas vendu votre maison, votre superbe maison, je me souviens de vous. Vous étiez sur la Dordogne, je crois, non? En Dordogne ou dans le Lot, il me semble. Une belle demeure type Périgourdine et vous aviez envie de vous expatrier sur la Costa del Sol en Andalousie, du côté de Malaga. Voilà, j'ai trouvé de super bien là-bas, justement, on aurait pu faire affaire. Bon, c'est Anne, Donna Lola. Muy bien. Anne Young, non? Oui, Lot-et-Garonne, c'est exact. Une belle demeure d'ailleurs. Pourquoi pas la proposer sur le site? On ne sait jamais, ça pourrait intéresser des personnes qui veulent faire un investissement. Sachant que j'ai fait un partenariat ces derniers temps avec une société qui fait de l'investissement en France et ça pourrait les intéresser. Donc n'hésitez pas à m'envoyer l'affiche, ça pourrait être utile. Bonsoir Laetitia, Liblanc, coucou d'Almeria. Ben moi, malheureusement, enfin heureusement, je suis sur le bassin d'Arcachon. Aujourd'hui, il a plu un petit peu, mais il a fait quand même beau ces derniers temps. Mais je repars bientôt en Andalousie. Voilà. Bonsoir Cathy. Bonsoir Cécile. Voilà, nous sommes 13. 12, 13. Donc j'innove, je fais un live, si je vois que ça marche, je renouvellerai l'opération. Voilà, ça crée du contact et c'est un bon format. Ah, vous êtes sur Saint-Médard-en-Jalles, mais nous sommes pas loin, donc en Aquitaine. Je suis encore là, normalement une semaine, peut-être 10 jours, tout dépend de mon planning et de mes activités sur l'Espagne. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, parce que je vois des commentaires, mais pas de like, rien. Hop, voilà, je me suis liké moi-même. Pourquoi? Parce que le Google enfin je veux dire, c'est pas Google, c'est le moteur de recherche de Facebook. S'il voit qu'il y a de l'activité, ça va diffuser sur les autres réseaux. Sachant que j'ai diffusé sur ma page Vivre et investir en Espagne, parce que là vous êtes sur le groupe, mais j'ai la page, et sur mon profil perso aussi. Profil perso qui commence à prendre son importance. Et c'est pour ça que si vous avez l'occasion d'y aller, vous verrez influenceur enfin spécialiste digital, alors que je ne suis pas spécialiste digital. Voilà.
C'est les nouvelles manières de dire qu'on est professionnel sur Facebook. Voilà. L'inconvénient, c'est qu'on a, enfin, inconvénient, avantage, on est arrêté par le nombre d'amis, 5000 amis, alors que sur une page, ça peut être indéfini. La même chose avec les groupes. La chance, on a dépassé les 13 000, là je suis à 13 100 personnes. J'aurais pu être à 13 250, sachant que j'ai fait un peu le tri avec mon équipe de modérateurs. On a éliminé 250 profils, à peu près. Donc vous voyez, ça, je veux un groupe bienveillant, sûr et qui reste justement dans cette lignée d'éthique et de... On est descendu à 13, Anne. Oui, mais ça va revenir, ne t'inquiète pas. Ne te préoccupe. Cada cosa en su tiempo. De toute façon, le fait de faire un live, ça permet de personnaliser la relation. Ça humanise quelque part. Pourquoi? Parce que bon, je suis de l'ancienne génération et c'est vrai que j'ai du mal, disons, à diffuser mon image sur les réseaux, notamment par vidéo. C'est quand même curieux de se parler sur un écran. Voilà. Bonsoir, Mélo-Mélis. Ça, c'est le pseudo. Ton prénom, c'est? Bonsoir, Elisabeth Poniatowski, comme non, Pilatowski. Bonjour, José. Actuellement, Torremolinos et bientôt retour à Québec. QC, je pense que c'est Québec, hein? Ouais. Ah, on est 19. On peut commencer. Oh, tu es pressé, Lola, Anna. 2 minutes. On a 2 minutes sur le planning. Voilà. Bon. Je vais démarrer à 25. Voilà, 20, 20, 20. A ver si sube la cosa. Allez, j'aime bien les températures. Donc, 21, oui, on se rapproche. Ça, c'est la température de la Costa Brava. Allez, on monte un peu. 21 personnes. 24. Ouh, c'est bien là. Là, c'est la Costa Dorada. On se dirige vers le sud, là. Costa Dorada, Costa de la Sal et Costa Blanca. Allez, 25, je commence le live. Hein. Et je vais vous... Ah, c'est redescendu à 22. Bon. Je crois que j'ai des problèmes de connexion parce que ça s'affiche et ça repart. Voilà. Sinon, vous m'entendez bien? Dites oui, dites moyen. Voilà. Alors, ça va être une soirée assez chargée. Je vous conseille de faire comme moi, de prendre un verre d'eau. De quoi prendre des notes, un papier, un crayon, couper toutes les sources d'influence, radio, internet, mettez vos téléphones en veille, voilà, pour qu'on puisse avoir une belle présentation. C'est un scoop pour moi, c'est tout nouveau. Hein. Donc Sylvie, bonsoir Ronnie, bonsoir Julie, bonsoir, on entend très bien, oui, je vois. Très bien. Mais nous sommes à 23. Oui, on n'arrive pas à 25 là. Bon. Alors, bon, ce live, c'est pour vous présenter quelques astuces justement pour acquérir un bien en Espagne. Voilà. Vous me dites si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, si tout est OK. D'accord? Et n'hésitez pas à cliquer, liker et commenter éventuellement. Bon, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires avec des questions précises et je prendrai le temps de vous répondre au fur et à mesure. Enfin, à la fin du live. Vous me laissez un peu de temps quand même, parce que je n'ai pas la... Ah, nous sommes à 26, donc c'est bon. Alors, nous allons voir les étapes pour acquérir un bien immobilier en Espagne. Certains sont déjà bien informés. Bon, la plupart ont déjà reçu mes guides. Justement, ça vous permet d'avoir quelques grandes idées, grandes lignes. Alors, savez-vous quelles sont les premières étapes à
à faire, à réaliser pour chercher son bien en Espagne, trouver son bien en Espagne. Quelles sont les démarches à entreprendre? Cédric, bonsoir, tout est ok. Samir, bonsoir. Belinda, bonsoir. Sophie Blanco, bonsoir. Voilà. Nous sommes 27, c'est bon, ça dépasse. Là, on se rapproche des températures de la Costa del Sol, de l'Andalousie et Costa de la Luz. Voilà. Région qui me sont à cœur, disons. Sachant que l'Andalousie fait partie des plus grandes provinces avec la Castille de l'Espagne. Alors, nous allons débuter pour le processus d'achat en Espagne. Bon, certains ont déjà reçu le guide Zen de l'acheteur d'un bien immobilier en Espagne. C'est la dernière édition que j'ai faite en avril 2023. Voilà. Donc 13 étapes. Alors la première étape, je vais reprendre un peu les grandes lignes, parce que j'ai vu qu'il y avait des personnes qui étaient un peu mal orientées. La première démarche à faire, c'est d'obtenir le NI. Le NI, Número de Identificación de Extranjero. Obligatoire, document obligatoire. Grand conseil, ne vous engagez à rien, ne signez rien tant que vous n'avez pas ce NI. Même sur une clause, même si on vous dit oui, on va mettre une clause suspensive sur le contrat de réserve ou le compromis de vente, el contrato de arras, sachez que ça n'a aucune valeur. Si vous n'avez pas obtenu le NI en temps et en heure, vous risquez de perdre vos arts. Je le dis bien, vous risquez de perdre vos arts. Donc, je suis un peu alarmiste, mais c'est souvent le cas. Hein. Et ça arrive, croyez-moi, plus souvent qu'on ne le pense. Certains vont le faire en Espagne. Oui, il faut demander una cita previa, c'est-à-dire un rendez-vous au niveau de la police municipale, pour justement faire cette démarche de NI. Moi, je vous conseille pour tous les francophones et les Belges, de le faire dans votre pays respectif. En France, dans les consulats d'Espagne, Bordeaux, Paris, Lyon, Marseille, Nice. C'est toujours pareil aussi. Il faut demander rendez-vous, on vous donne un rendez-vous et ensuite vous téléchargez un formulaire que vous pouvez trouver sur Internet. Je pourrais vous mettre le lien également. Et ensuite, on vous demande un droit de timbre qui est 9,64 €, je crois. Et une enveloppe timbrée. Pourquoi? Parce qu'on va vous envoyer le NI chez vous et par email. Voilà, la première démarche à faire, c'est l'obtention du NIE, Número de Identificación de Extranjero. C'est un document obligatoire pour ouvrir un compte bancaire, pour immatriculer une voiture, pour acheter quoi que ce soit, et notamment pour un bien immobilier en Espagne. Voilà. Deuxième chose. Patrick, bonsoir. Merci encore pour tous tes conseils. Nous avons notre paradis grâce à toi. Oh là là, tu es précieux conseil, oui. Je te remercie aussi et bonsoir à la famille. Voilà. On aura l'occasion de se voir, peut-être pas à Pâques, mais sur cet été. Parce que là, je suis en train d'acquérir un autre bien sur la Costa de la Luz. Voilà. Donc, je t'en parlerai plus amplement. Bon, sinon, deuxième étape. Vous avez plusieurs sites d'annonces sur les portails, tels que celugec.com pour la France, hein, vous savez. Bon, le fameux étant Idealista. Sinon, vous avez les leaders, le trio de choc, je dirais. Idealista, Fotocasa et Habitaclia. C'est les trois leaders. L'avantage que vous avez sur ces sites, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'annonces, aussi bien de particuliers que d'agences. Tout le monde peut insérer une annonce. Le même bien est parfois proposé par plusieurs agences, avec différents tarifs, bien sûr. Regardez bien. Il faut faire des demandes de renseignements à travers les sites. Insistez, adaptez-vous aux horaires espagnols. Beaucoup de contacts que j'ai me disent « Ah, mais on a du mal à avoir les noms des agences, on les appelle, ils répondent pas. » Et pour cause, vous appelez entre midi et 2, ils mangent. Vous appelez à 11h, el almuerzo. Donc, adaptez-vous aux heures espagnoles.
9h, 11h, c'est les meilleurs horaires, à partir de 10h même, entre 11h30, 13h, 11h, bon, très difficile parce qu'ils font l'almuerzo, casse-croûte, donc jamon serrano, tac, tac, tac. Ensuite, ils recommencent à travailler de midi jusqu'à 14h et après le pause déjeuner. Donc, pause déjeuner qui va parfois de 13h30 suivant les régions jusqu'à 16h. Et ils reprennent le travail à 17h jusqu'à 20h, 21h. Donc, quand vous êtes chez vous, eux, les Espagnols travaillent. Enfin, les agents immobiliers espagnols. Sachant que les agents immobiliers français qui se sont implantés dernièrement en Espagne se sont adaptés aux horaires français. Mais, un avertissement, ce n'est pas les meilleurs. Les meilleures agences sont à la base espagnoles. Pourquoi? Règle de territorialité. Certes, certaines personnes me disent « mais on a du mal à aller dans les agences espagnoles parce qu'ils ne parlent pas français ». Et pour cause, ce sont les Espagnols. Donc, malheureusement, ce sont celles qui sont les plus anciennes, qui ont une notoriété et qui généralement ont pignon sur rue. Celles qui sont fiables, c'est celles qui ont le label API, Agente de la Propiedad Inmobiliaria. Voilà. Tout le reste, comme je dis en Espagne, chusma. Basura, ça veut dire poubelle. Beaucoup vous mettez des logos, de ceci, cela, non. Croyez-moi, j'en ai l'expérience, on voit de tout en Espagne. Je l'ai fait dernièrement sur un post. L'Espagne est le seul pays d'Europe où n'importe qui avec un téléphone et avec un local commercial peut acheter et vendre et se mettre dans la gestion immobilière. Donc soyez prudents, aucune caisse de garantie, aucune responsabilité civile, aucune assurance. Donc, pourquoi? Parce que c'est ainsi, la culture espagnole a fait que il y a eu cette manière de faire qui a toujours été présente. Voilà. Bon. D'autre part, le notaire n'a pas la même fonction comme en France, comme dans les pays francophones, tels que la Suisse, la Belgique ou autres. Il se contente simplement de regarder les identités de l'acheteur et du vendeur. Et dernièrement, oui, il demande la provenance des fonds pour éviter le blanchiment. Voilà. Sinon, tout ce qui est... Alors, on fait souvent appel à un avocat. Certes, c'est bien, mais un avocat, attention, indépendant de l'agence immobilière. Pourquoi? Parce qu'il travaille souvent en cheville. Il faut qu'il soit indépendant et colegiado. Colegiado, j'ai eu la remarque dernièrement, ce sont les collèges espagnols. Colegio de abogado. Les gestores, ce n'est pas un avocat. Économiste, ce n'est pas un avocat. Abogado, beaucoup se donnent le titre d'avocat alors qu'ils ne le sont pas. D'autre part, les avocats sont très bien pour regarder les contrats, mais ils n'ont aucune compétence dans le côté urbanistique. Pourquoi? C'est normal. On le voit même en France ou en Belgique. Quand vous achetez un terrain et que vous faites construire, qui contactez-vous? Un avocat ou un architecte? Un architecte. C'est lui qui va faire le projet, le plan. Il va étudier les surfaces en fonction du PLU, du plan d'occupation des sols. En Espagne, c'est ce qu'on appelle le PGU, Plan Général d'Urbanisation Urbana. Voilà. Et ensuite, il y a les différentes catégories. Voilà. Donc, savoir bien s'entourer. Vous pouvez consulter ce qu'on appelle aussi un architecto técnico. Je ne demande pas de me consulter. Bon, moi je suis en cheville aussi avec la Chambre des architectes espagnols d'Alicante, de Valencia, de Madrid, de Barcelone, de Tarragona, de Sevilla, de Jaén. Enfin, je sillonne sur toute l'Espagne. Vous voyez? Voilà, ça c'est les recommandations importantes. Donc, ce que vous pouvez faire, je répète, les 3 sites d'annonce, Idealista, Fotocasa, Habitaclia. Vous faites une demande par écrit, par mail, vous leur envoyez un mail. Vous leur demandez le téléphone portable. Et du portable, vous ouvrez la communication par WhatsApp. WhatsApp, tous les Espagnols utilisent WhatsApp. Donc, vous utilisez WhatsApp, vous faites une traduction et vous faites les demandes par WhatsApp. Et ensuite, vous avez avec Google Translate, vous pouvez faire des traductions concernant des modèles de lettres pour
cuándo puedo visitar la casa, a qué hora, si está disponible, tac, tac, voilà. Bon, je vous expliquerai par la suite aussi mes formules, parce que dans mes formules, j'ai des exemples de modèles type pour avoir les renseignements des biens, sachant que je ne visite pas tous les biens que je trouve sur Internet. Pourquoi? Je procède d'une autre manière. J'ai un formulaire, je contacte l'agence, je fais un check-up concernant l'agence et je demande la référence cadastrale et en fonction de la référence cadastrale, j'ai la possibilité de voir tous les éléments. Si le logement est pourvu d'une cédula d'habitabilité, je regarde la nota simple s'il y a des dettes, voilà, et je demande par écrit qu'on m'envoie tous ces documents. Donc ça m'évite d'aller visiter les logements qui ne sont pas dans les normes. Donc je fais gagner du temps à l'agent et au client, et moi-même aussi. Voilà. El tiempo es moneda, es tiempo, también es, comme on dit en France, le temps c'est de l'argent. Time is money. Voilà. Voilà, tac, tac, tac. Ah oui, voilà. Envoyer une demande ne réglez rien. Il y a des agences en Espagne qui vous demandent à faire une réservation, à payer avant de voir le bien. Nunca, ne faites jamais ça. Ne versez pas d'art, ne versez pas d'acompte. J'ai vu le cas des clients français qui se sont fait squeezer, qui ont versé 400 ou 500 euros pour visiter le logement. C'est incroyable. Mais bon, c'est comme ça. Toujours prévoir un appel téléphonique. On voit. Appel visio avec WhatsApp. Vous pouvez le faire aussi. Voilà. Une astuce concernant les biens. Le même bien peut être diffusé par plusieurs agences. L'essentiel, c'est de trouver l'agence qui a le bien, qui a rentré le bien. Pourquoi? Parce que vous avez des chaînes de ce qu'on appelle le système américain, MLS. Le même bien est diffusé dans des réseaux d'agences 30-40. Donc, cette agence-là n'aura pas la possibilité de négocier le bien. Le tout, c'est de connaître qui a rentré le bien. J'ai les astuces dans ma formation, justement, où j'arrive à savoir quelle est la personne qui a ce bien. Donc, ça vous permet d'avoir un interlocuteur et de pouvoir bien négocier. Pourquoi? Parce que si vous passez à travers un autre agent du réseau, il va devoir appeler celle qui a rentré le bien et ils vont se partager la commission. Alors que là, vous serez, vous l'acheteur, une autre agence intermédiaire, voire parfois 2 ou 3 agences, plus le propriétaire derrière. Voilà. Très important aussi, au niveau des commissions d'agence, des honoraires. Sachez que en Espagne, suivant les régions, les honoraires sont généralement payés par le vendeur, entre 3 à 5%. Certaines agences vous demandent des honoraires parce qu'ils prennent une partie à l'acheteur et une partie au vendeur. En Andalousie, c'est comme ça. Cadix, c'est comme ça. Du côté de Castellón également, vers Valencia aussi. Donc, ça va. Il faut connaître un peu toutes ces us et coutumes. Photo, oui. Attendez, je suis un peu. Photo et le reste. Quel qui peut m'aider? J'écris pas vite. Bon, je parle un peu trop vite peut-être. Bon, dites-moi dans les commentaires si ce type de conseil que je vous donne, ça vous plaît ou pas. Ou est-ce que je dois ralentir mon rythme? Est-ce que voilà, je suis une trame que j'ai faite, c'est-à-dire que j'ai décortique le guide que je vous envoie, je vous ai envoyé et j'essaye de le développer un petit peu avec quelques astuces. Donc, un conseil, comme je vous ai dit, envoyez une demande, ne versez rien pour visiter le logement. Plusieurs biens sont dans plusieurs agences. C'est l'idéal, trouver l'agence qui a rentré le bien. Cela permettra de bien négocier et d'être en relation directe avec l'agence. Tout le monde me suit? Bonsoir Linda. On connaît, tranquille. Vélidan Masson, ça me plaît. Voilà, c'est bien. Comment trouver l'agence inscripteur? Bon. Eh oui. SOS Mysterio. Ça, ce sont mes astuces. À force, je sais qui diffuse le bien, dans quel quartier. Alors, généralement, ce qu'on appelle, il y a les zones de chalandise. Vous avez toujours
je vous explique un petit peu le concept. Par exemple, quelqu'un veut acheter un appartement sur Barcelone, quartier La Sagrada Familia. Donc, visez toutes les agences immobilières qui sont autour à 50 mètres, 100 mètres de la Sagrada Familia. Pourquoi? Parce que le propriétaire va d'abord se rendre en officine, en bureau, dans ce bureau-là. Et cette agence-là, que va-t-elle faire? Si elle fait partie d'un réseau, eh ben, elle va le diffuser sur toutes les agences de Barcelone. Donc, vous allez avoir sachant que Barcelone, il y a 350 ou 400 agences. Donc, 400 agences vont avoir le même produit. Le tout, l'idéal, c'est de trouver l'agence dont toujours travailler sur la zone de chalandise. Zone de référence et en fonction du type de produit dans quoi il est spécialisé. Bon, moi, j'arrive à le savoir parce que comme je fais partie des chambres syndicales, des logements, des API, Agente Propiedad Inmobiliaria, Agente de los Notarios, et même les notaires me renvoient des informations très, entre guillemets, très confidentielles. Et de suite, je sais quelle agence a rentré le bien, et ainsi de suite, en fonction des villes et des quartiers. C'est pour ça que, comme je vous ai dit, j'ai des astuces commerciales et j'ai des guides, j'ai des informations qu'un simple particulier n'aura jamais. Voilà. Tout va bien? Bonsoir Kevin, bonsoir Lucie. Voilà, vous avez chacun votre mail, je vois. C'est bien. Ça a coupé. Non, je suis toujours en direct là. Vous m'entendez? Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon? Bonsoir Dominique. Bonsoir. Ah, Patrick, c'est bon. Oui, oui, oui. Donc, on m'entend bien à nouveau. C'est très bien. Bon, Belinda. Bon, bonsoir, j'ai une question. Je suis en vente d'un appartement. On a fait une estimation de l'appartement du côté de Castellón. Bon, Jonathan, je répondrai à votre question, bon, sur mon email. Voilà. Il me faut la référence cadastrale. Une question. Je suis en vente. Je comprends pas. Je suis en vente d'un appartement. Ou vous avez déjà un appartement, vous voulez le vendre, peut-être. Bon, je répondrai aux questions, à la fin. Question-réponse. Donc, phase 3. Organisez une visite et armez-vous de patience. Voilà. Parce qu'en Espagne, c'est cuidado, hombre, tranquilo. Pourquoi? On prend le temps de vivre en Espagne. En France, on fait 4 à 5 rendez-vous en matinée, autant l'après-midi. En Espagne, si vous arrivez à en faire 3, 4 par jour, c'est bien. Mais vous allez désorienter votre interlocuteur parce qu'il n'est pas habitué à ça. Si vous voulez bien négocier sur un appartement ou une maison, il faut prendre au moins sa matinée ou son après-midi. One shot. Uno. Pourquoi? Parce que on discute de choses et d'autres, la convivialité, on prend le temps, c'est le salca los gusanos, comme on dit, on lui tend la perche pour avoir les verres du nez. Là, ça fait partie de la négociation commerciale. Bon, si c'est un Français, il agira comme vous, avec le principe de la méthodologie française. Si c'est un Belge, pareil. Mais un Espagnol, si vous voulez le convaincre, si vous voulez négocier avec lui, il faut s'adapter à son style de vie. Voilà encore une astuce. Bon, oui, peut-on revoir cette vidéo? On la reverra. Elle sera enregistrée. Elle sera publiée également sur Facebook, sur YouTube, je parle. Voilà. Donc, je vous comprends, vous aurez peut-être du mal à négocier avec un interlocuteur espagnol. Je vous comprends, mais certains Espagnols se sont mis à la page par le français, notamment en Catalogne. En Catalogne, et également, on en voit aussi du côté de Valencia, Costa Blanca, et ainsi de suite. Mais moi, je vous donne un conseil. Visez les agences autochtones. Ne prenez pas les Français installés en Espagne, ni les Belges, ni les Suisses, ni les Allemands. Avec ça, je vous dis tout. Il y en a, je ne dis pas qu'ils ne sont pas tous sérieux. Vous avez les sérieux. Mais, comme on dit en Espagne, mucho canta mañana. Beaucoup de charters de lendemain.
Alors, la plaie en ce moment, vous avez les réseaux, d'ailleurs ça fait l'objet de ma dernière rencontre de pros à Alicante dernièrement, ils sont en train d'avoir des plaintes des réseaux de mandataires français. Je ne veux pas donner les noms. Pourquoi? Parce que ce sont des beaux commerciaux, certes, mais ils font beaucoup de dégâts. Ils vendent n'importe quoi, ne regardent aucune information réglementaire. C'est la porte à tout. Alors j'imagine, je vous laisse imaginer les dégâts qu'il va y avoir d'ici 2-3 ans, avec tous ces grands réseaux qui sont très connus en France. Hein. Voilà. Réseau de mandataires où les gens travaillent de chez eux. Voilà. Pourquoi? En France, on peut se le permettre, mais en Espagne, le notaire ne contrôle rien. C'est à l'acheteur de faire toutes les vérifications. Donc, entourez-vous d'un professionnel ou un avocat en droit immobilier, je répète, abogado en derecho inmobiliario y de la construcción, ou alors un arquitecto. C'est ce qu'on appelle en Espagne un aparejador, arquitecto técnico. Voilà. C'est eux aussi, les architectes, qui vous donnent le label pour avoir les compteurs d'eau et d'électricité, pour avoir la fameuse cédula d'habitabilidad. N'achetez aucun appartement s'il n'y a pas ce certificat-là. Vous aurez des problèmes par la suite. Ou alors, il faudra payer un architecte pour rendre conforme le bien. Voilà. Licencia, cédula d'habitabilidad qui est devenue licencia de primera ocupación du côté d'Alicante. J'ai le cas avec pardon, parce que je suis en train de lire un message. C'est le cas de 2 jeunes qui ont acheté un bien, qui sont en train de voir. Ils ont acheté un bien sur Dénia et malheureusement ça a été vendu par une célèbre firme française. Ils vous prennent un acompte, bon après ils vous payent, bon c'est leur truc, mais on leur a vendu un appartement sans cédula d'habitabilidad, prima l'occupation, et ensuite il faut avoir cette pièce-là pour avoir la licencia turistica, pour le mettre en location. Il s'avère aussi, ce sont les demandes express qu'il faut connaître pour avoir une licence. C'est devenu assez difficile. Donc, pourquoi? Parce que le gouvernement espagnol est en train de mettre le haut là à toutes ces locations touristiques. Donc, il faut répondre à certains critères pour avoir justement ce label. Voilà. Oui, Linda, on va ouvrir une fois l'eau et l'électricité sur une matinée. Tu te rappelles, hein, ça nous a pris 2 jours finalement. Oui, c'est vrai. Tranquille, exact. Et oui, parce que tous les bureaux administratifs espagnols, bon, Linda, elle a acheté sur la Costa Dorada. Ben, on a été sur Tortosa exactement. Ça a pris une matinée sur Aqualia, c'était l'eau. Et l'électricité, c'était à Tortosa, Endesa. Donc, on a dû préparer tous les papiers, ainsi de suite. Voilà, donc ça, il faut prendre son temps en patience. Vous voyez? Alors, pour organiser une visite, comme je disais, armez-vous de patience. Acceptez de visiter le bien, parce que vous êtes en droit de savoir ce que vous achetez. Si vous ne pouvez pas assister en personne, faites toujours appel à un expert immobilier pour vous assister, ou un architecte sur place. Pourquoi? Parce qu'il va regarder des choses importantes au niveau de la construction. Moi, pour ma part, je dispose d'une base de données, voilà, référencée par la Chambre des architectes, et ce qui fait que j'ai une checklist que j'ai réalisée pour ne rien oublier. Alors, pour un simple appartement, la même chose avec une maison, j'ai à peu près 80 points de vérification. Je ne sais pas si vous voyez, on vérifie la structure, l'environnement, l'état du logement, les différents aspects suivant la législation locale. Et là, je ne vous parle pas de toutes les vérifications légales qu'il faut entreprendre. Vérification des dettes, vérification des surfaces, vérification des frais de copropriété, vérification du bien s'il a été enregistré, s'il a été déclaré au cadastre, au registre, parce que beaucoup de personnes qui achètent des fincas, oh, superbe, j'ai acheté une fincas, mais malheureusement, le bien ne figure pas sur le cadastre. Vous achetez un bout de terrain et la construction a été construite sans permis, sans rien. Donc, danger. Voilà, vérifiez aussi quand c'est des appartements, le bien immobilier libre de toute servitude et de toute dette contactée par
chambre des copropriétaires. Pourquoi? La communauté des copropriétaires, le syndic. Pourquoi? Parce que généralement, il y a des résidences, il y a des syndics. Si un propriétaire ne paye pas, il réussit à vendre le bien sans le payer, ben, ses frais, ses dettes sont répercutés sur le bien et non pas sur la personne. Donc la personne qui achète va devoir régler ses frais. Donc très important à connaître. Voilà. Ensuite, vérifiez par vous-même le bien immobilier et demandez un état de la situation. Document en langue espagnole ou en langue catalane, ici c'est la Catalogne. Bon, vous demandez ce qu'on appelle la nota simple. Ça, c'est un document que vous demandez au registre de la propriété et qui vous permet de savoir s'il y a des dettes en cours, si tout est en règle, ainsi de suite. C'est la nota, ce qu'on appelle la nota prima simple. Par contre, moi, je demande une autre nota qui est beaucoup plus complète. Voilà, mais celle-ci, il y a uniquement les professionnels qui ont accès. Voilà. Généralement, ça prend, pour faire toutes les vérifications, entre 2-3 semaines. Voilà. Donc, j'ai vu beaucoup d'erreurs, beaucoup de clients, que font-ils? Ils visitent pendant leurs vacances, ils contrôlent vite fait et ensuite ils signent chez le notaire. Et ensuite, ils sont surpris dans la surprise. Ils reçoivent des courriers de la mairie en disant que votre bien, il y a des choses qui sont non conformes, c'est pas top. Enfin, ils rencontrent des problèmes par la suite. Vous voyez? Très important, tant qu'on je parle au niveau de la fiabilification, vérifier en ce moment, depuis le janvier 2022, il y a eu ce qu'on appelle la valeur de référencia, la valeur de référence. Il s'avère que vous connaissez un peu le système des pays latins. En Espagne, c'est commun, on parle de caja, caja B. Caja, c'est l'argent, el dinero claro, et la B, el black, el dinero debajo de la mesa. Voilà. Pourquoi? C'est la valeur sous-déclarée. Depuis janvier 2022, les Hacienda espagnols, SUMA, le service fiscaux espagnol, ont créé un logiciel qui donne les valeurs déclarées de beaucoup de maisons, d'appartements, ainsi de suite. Et ça, c'est un document que vous pouvez demander au notaire. C'est ce qu'on appelle la valeur de référence. Pourquoi? Quand vous achetez, même si vous achetez moins cher que la valeur de référence, toujours payer pour la valeur de référence au minimum. C'est-à-dire passer l'acte au-dessus de la valeur de référence. Vous pouvez faire une très belle affaire. J'ai eu le cas d'une personne qui a acheté une villa à côté de Estepona de 350 000 euros. Elle a cru faire une belle affaire. Mais malheureusement, ou heureusement, cette fincas a été valorisée, valeur de référence, 1,250,000 euros. Ça veut dire quoi? Eh bien, elle a dû payer la différence entre 350 000 qui ont été déclarés au notaire jusqu'à 1,250,000. Et elle a payé la différence de l'ITP, l'impuesto trasmissione patrimoniale. 7% sur cette différence. Elle se retrouvait avec une facture, une douloureuse, pas loin de 58 000 euros à payer en plus. Et l'agent immobilier n'avait pas vu le vent venir. Attention à ça. Donc, toujours, valeur de référence. Beaucoup de gens confondent cette valeur-là avec la valeur cadastrale. Non, la valeur cadastrale, elle sert pour fixer le prix de l'IBI, l'impuesto bienes inmuebles. C'est assez spécifique. Hein. C'est l'équivalent de la taxe foncière en France. Et l'IBI. Et l'IBI, il est en fonction de la surface construite, de la surface du lieu d'implantation. C'est pour ça que vous avez des gens qui ont des très belles fincas avec beaucoup de mètres carrés et pour cause. Ils payent 150, 200 euros. Pourquoi? Parce que rien n'a été déclaré. Une maison classique moi je le vois en Espagne, 3 chambres, 4 chambres. l'IBI en terreno urbano, vous allez payer entre 600, 700, 800 euros maximum. Voilà. En fonction du quartier, de l'endroit. Là, on tient compte des surfaces construites et des surfaces de la piscine, et ainsi de suite. Bon, calcul à vérifier également, parce qu'il y a des erreurs au niveau de l'IBI. Là, il faut aller voir un architecto technico, il va vous faire le calcul exact de la valeur cadastrale. Donc, il va prendre les surfaces construites, il va diminuer les surfaces
la terrasse vient à 50% et ainsi de suite. Bon, il y a pas mal de critères à prendre en ligne de compte. Voilà, vous voyez, je pourrais vous faire un roman là-dessus. Bon, alors, quatrième. Alors, cinquième point, j'avais fait vérifier que le bien ne figure pas dans un plan d'urbanisme pour les maisons, casas, chalets, fincas, se trouvant dans les urbanisations. Oui, c'est ce qu'on appelle information del plan d'urbanismo futuro. C'est-à-dire, vous demandez à la mairie qu'il ne va pas y avoir un droit d'expropriation, ainsi de suite. 90% des agences immobilières ne demandent pas ce papier. Très important, et ça vous permet d'acheter en connaissance de cause qu'il va y avoir, il risque d'y avoir un accroissement de la ville, une desserte qui risque de se faire, une voie d'accès, un parc pour les enfants. Très important d'avoir ce document, à demander à la mairie. Enfin, au service d'urbanisme de la mairie. Et ça, généralement, c'est l'architecte qui peut le demander. Rares sont les avocats qui demandent ce papier aussi. Alors, toujours pareil, langue espagnole pour toute l'Espagne et en catalan pour la Catalogne. Voilà. Alors, il faut dire aussi, ils ont fait le même système qu'en France, la décentralisation. Certes, ils ont donné le pouvoir aux agents de mairie d'avoir des compétences urbanistiques. Madre mia. Je me confronte souvent à ça. Des employés classiques, attention, je n'ai rien contre les employés de mairie, mais ces gens-là no saben nada, sont cucos. C'est des... Pour moi, c'est des incompétents. Certains, oui, non, tatati, tatata, ils appliquent bêtement un règlement, des consignes. Donc, lire déjà un plan d'urbanisme, comment vous dire, les directives urbanistes, c'est pas facile. Alors, pour un néophyte, parlons-en. J'ai vu des erreurs monumentales, des piscines où on autorisait les piscines alors qu'il n'y avait pas la place. Enfin, plusieurs critères. Donc, faites-vous accompagner ou alors renseignez-vous à l'architecte qui se trouve dans la mairie. Bon, souvent dans les petites mairies, il n'y a pas d'architecte, ils font appel à un architecte extérieur ou un architecte. Voilà. Et encore, ce n'est pas le rôle d'un avocat de demander ça. Voilà, l'avocat c'est pour les contrats, ce n'est pas pour tout ce qui est urbanisme, construction, et ainsi de suite. Voilà. Voilà, je l'ai mis également. Bon, attention, les avocats sont compétents aussi dans certains domaines. Voilà, moi je travaille avec certains, mais je fais appel avec eux quand il y a un litige. Voilà, moi un avocat c'est pour plaider, ou éventuellement pour remplir un contrat de... Voilà, je les utilise, c'est-à-dire que j'ai fait tous mes contrats de réservation, contrato de arras, contrato de reserva, contrato paga señal, en concertation avec des avocats propres de chaque région, parce que chaque région a ses propres directives. Il faut faire très attention. Ensuite, vérifier que le règlement des services généraux est à jour, c'est-à-dire factura de agua, les factures d'électricité, s'il n'y a pas d'impayés, les charges communales, si elles ont été acquittées, les charges de copropriété, dont là il faut demander au syndic le dernier relevé de l'état des comptes, et ainsi de suite. Demandez toujours au propriétaire de vous donner les factures d'eau et d'électricité, parce que souvent, vous allez voir une annonce qui est soi-disant faite par un propriétaire et comme par hasard, ça ne correspond pas à son nom. Quelqu'un de la famille ou un ami, ou pire, une arnaque. J'ai déjà vu le cas, faites attention. Vous pouvez connaître le nom du propriétaire à travers les factures d'IBI, c'est l'équivalent de la taxe foncière, à travers les factures de l'eau, de l'électricité. Voilà. Dernièrement, j'ai une cliente qui a pris je vais vous raconter une anecdote, qui a pris mes services pour un appartement sur la Costa de Lazare. Je lui ai trouvé des appartements qui correspondaient bien. Bon, c'était à peu près dans son budget. Bon, elle avait du mal à se décider. Elle a fait appel elle a trouvé à travers un particulier, PAP. Il s'avère que cette personne était propriétaire de cet appartement depuis une vingtaine d'années. Elle m'a passé ses coordonnées. Je lui ai demandé tous les papiers. Elle m'a dit, mais vous êtes de la police et autres, vous demandez autant de... J'ai dit non. Elle dit, alors c'est mon notaire qui se charge de tout ça. J'ai dit, ok, très bien. Vous savez très bien comme moi, madame, le notaire n'a aucune
Elle n'a pas la même fonction en Espagne qu'en France. Ah non, mais celle-ci est très sérieuse, elle est bilingue. Ok, d'accord. Cuéntame todo, ya veremos después. Bueno, j'ai demandé Libye, les factures d'eau, factures d'électricité et la cédule d'habitabilité. Cette charmante dame m'a simplement dit, ah ben non, je peux vous donner la facture d'électricité, mais l'eau, je l'ai pas, c'est communal. J'ai dit, comment ça communal? Parce que c'est une copropriété de 10 appartements, mais on n'a pas de compteur. On a un compteur collectif et chacun paye une quote-part. Mais j'ai dit, mais pourquoi ça? Et pour cause, quand j'ai demandé la cédule d'habitabilité, elle n'avait pas la cédule d'habitabilité. Donc, impossibilité d'avoir le compteur. Donc, ma cliente, je l'ai averti de tout ça, elle a été vraiment, ça l'a chagrinée parce qu'elle est tombée sous le coup de cœur de cet appartement. Elle allait faire une belle erreur. Elle allait envoyer le contrat de Harav, elle a envoyé la réservation pour bloquer l'appartement de 10%. Bon, l'appartement était sur la base de 140 000 euros. Elle voulait verser 14 000. Je lui ai dit, non, madame, ne faites pas ça. Le contrat, on n'a aucun contrat de réservation. Son appartement n'est pas conforme. Ne faites pas ça. Vous allez au-devant de problèmes. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut faire très attention. Même avec des personnes que vous pensez faire des affaires, notamment elle, c'était une Française qui avait son appartement diffusé sur le particulier à particulier. Voilà. Enfin, il y avait d'autres aussi problèmes, bon, je vous dirai par la suite. Éventuellement, pour à ceux qui s'intéressent, je ferai un petit post là-dessus. Alors, ah oui, 7e phase, vérifier que le règlement des services fiscaux est à jour. Ah oui, alors là, c'est ce qu'on appelle le LIBI, l'impuesto bienes y muebles, l'équivalent de la taxe foncière, qui doit être acquitté et à jour. La taxe d'habitation n'existe pas, vous avez simplement ce qu'on appelle l'impuesto basura, ce sont les poubelles en Espagne. Alors, très important, les dettes fiscales en Espagne sont rattachées au bien et non pas à la personne. Et oui, comme je vois, Madame Evelyne Monteau, on n'est jamais sûr de rien. Ce sont des fonctionnaires. Oui, Patrick Cambien, mais oui. Combien de temps pour avoir une licence touristique sur la Costa d'Or, pour avoir une idée pour l'éventuelle seconde acquisition? En ce moment, 3 à 4 mois. Voilà. Bon, l'avantage qu'il y a, c'est que, bon, j'ai la chance de rentrer rapidement dans les mairies et dans les services, ça va très vite. Voilà. Mais t'en fais pas, Linda, on en reparlera. Costa Dorada, attention, évitez les grandes villes. Tarragona, uniquement petits villages, évitez les appartements ou alors petites résidences. Voilà, je fais un aparté sur les licences touristiques. Il y a une loi qui va sortir, elle est déjà passée. 80% de la copropriété doit accepter si vous voulez mettre votre appartement en location. Donc, dirigez-vous pour une villa indépendante ou petite villa avec piscine commune avec 3-4 propriétaires et que ce soit des propriétaires qui habitent à l'étranger et non pas en Espagne pour faire de la résidence secondaire. Sinon, vous allez au-devant de problèmes. Donc, cette nouvelle loi, il y a la licence touristique, il faut la demander à la région plus à la municipalité. Il faut faire un informe technico à la mairie et eux regardent suivant les directives, les biens, c'est-à-dire les critères pour être apte pour faire de la location saisonnière. Notamment les deux jeunes avec que je suis en ce moment, ils se sont fait avoir, regardez bien, pourtant ils avaient tout regardé sur internet et tout, mais il y avait un problème de surface. Ils ont acheté un studio, la norme est de 24 mètres carrés, leur studio, mignon comme tout, ne fait que 21 mètres carrés. Donc, incompatible, ils ne peuvent pas louer en Airbnb ni rien. Résultat des courses, ils se retrouvent avec un appartement où ils peuvent faire de location, certes, longue durée ou courte durée pour les étudiants, pour les retraités, ainsi de suite. Vous voyez? Voilà. Non, l'Espagne reconnaît-elle le viager? Non, oui, c'est ce qu'on appelle la vitalicia. Ce sont les banques qui se sont emparées du phénomène. Donc, ils font le prêt hypothécaire renversé, c'est ce qu'on appelle. Bon, c'est un peu particulier le viager en Espagne. Hein. Voilà. Bon, je répondrai aux questions au fur et à mesure après. Hein. Arboleda, surgenia pour vivre à l'année. Ok. Ensuite, el 8, ah oui.
Les dettes fiscales sont rattachées au bien et non pas à la personne. Voilà, alors attendez. Bon, ça fait déjà 45 minutes que nous parlons, hein. Et nous sommes 40. Bueno. Bon, là, vous voyez, dans le règlement, là, mon guide, j'avais mis obtention du nid en position 8. Je vais le changer, je vais le mettre en premier point important à vérifier, parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Alors, voilà. Alors, 9, vous avez trouvé l'appartement. Vous avez l'appartement ou la villa. Vous avez flashé. Les vérifications ont été faites. Voilà. Alors, vous payez ce qu'on appelle, avant de faire le contrat de arras, contrato de arras penitenciales, c'est-à-dire, là, normalement, c'est 10% que vous versez. Attention, c'est pas comme en France, c'est pas comme en Belgique, on ne le verse pas au notaire. On le verse sur le compte du vendeur ou du compte de l'agent immobilier qui va le reverser au propriétaire. D'où l'intérêt de bien connaître le propriétaire. Moi, ce que je conseille, c'est de faire ce qu'on appelle un contrato paga e señal, pré-réserve, pour que le bien soit sorti des réseaux sociaux, des réseaux d'agences, qui soient hors commercialisation. Et là, vous faites ce qu'on appelle paga e señal, entre 3 à 5 000 euros. Par écrit, un contrat en espagnol, en mettant les clauses sous cause de vérification et que la personne s'engage à vous reverser. Si vous ne donnez pas suite, vous récupérez vos arts. Attention, il y a des termes très stricts à mettre en ligne de compte. C'est un contrat du Code civil espagnol. Voilà. Ensuite, vous faites ce qu'on appelle vous signez le contrat de arras de compra-venta, où là, vous marquez toutes les particularités, la référence de l'appartement, le nom du propriétaire, le nom de l'acheteur, nom et prénom de l'acheteur, le domicile, très important, connaître le domicile du vendeur, parce que si c'est un étranger, il faut que vous lui fassiez une retenue à la source de 3%. Très peu de gens le savent. Voilà. Parce que sinon, c'est vous qui allez payer les 3% qu'aurait dû payer le vendeur. Attention, ce sont les vendeurs qui ont la résidence à l'étranger. Résidence en France, en Suisse, en Belgique, ainsi de suite. Donc, quand vous achetez un bien qui appartient à un propriétaire étranger, connaître sa résidence. Voilà. Ce n'est pas la nationalité le critère. Le critère, c'est la résidence. Résidence fiscale. Il faut qu'il paye comment dire, qu'il soit résident étranger, quoi. Voilà. Et non pas espagnol. Alors, le contrat pré-vente, contrato de arras, très important. Il se passe toujours entre l'acheteur et le vendeur. Le notaire n'a pas connaissance de ce contrat, sauf à la fin, quand vous lui remettez les boches, el borrador, au niveau de, quand vous allez faire l'escritura publique. Il va vous demander, qu'avez-vous fait pour réserver le logement avec votre acheteur, dont généralement le vendeur transmet ce papier au notaire. Donc d'où l'importance de bien suivre le processus d'achat. Cette somme, je le répète, elle transite entre vous et le vendeur, ne passe jamais par le notaire. Alors j'ai entendu dire, oui, mais il y a les notaires parfois qui font compte séquestre. Non, ce n'est pas sa vocation, faites attention. Il y a une logistique à prendre en ligne de compte. Vous versez votre argent sur un compte espagnol que vous avez ouvert, et ensuite, le jour de la signature, vous faites, en concertation avec le notaire, des chèques certifiés de banque nominatifs au nom du vendeur. Si c'est mari et femme, bon, c'est un seul chèque. Parfois, il y a des problèmes d'héritage, donc c'est chaque chèque. Négociez les chèques aussi, parce que les banques sont très filous aussi. Vous prenez des frais énormes pour les chèques de banque. Très important aussi. Ah oui, en Espagne, vous n'aurez pas de clause suspensive, obtention du prêt, non, niet. Si vous n'avez pas à conclure l'achat jusqu'à la signature finale, vous perdez votre acompte malheureusement de 10%. Par contre, si le propriétaire se désiste, là, il va perdre le double. Imaginons un appartement de 140 000 euros, vous allez verser 10%, donc 14 000 euros,
Et le vendeur, s'il se désiste, le propriétaire, il devra vous payer le double, 28 000 euros. Croyez-moi, ça arrive. Pourquoi? Parce que cet appartement 140 000, peut-être il a remarqué qu'il était sous-coté. Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il change d'avis. Eh ben, il veut vous le revendre à 170 000. Voilà. Donc, vous êtes contre. Donc, vous allez perdre. Il va vous rembourser les 28 000, mais lui aura eu un acheteur à 170 000. Donc, c'est pour ça que quand vous faites un contrat, qu'il y ait des clauses bien strictes pour des points assez spécifiques justement pour bien tenir le propriétaire vendeur, ainsi que l'agence. Voilà, comme je disais, beaucoup d'acheteurs font impasse de ce point et beaucoup perdent leur réservation. Bon, heureusement que je connais quand même pas mal de monde. J'ai pu récupérer des acomptes qu'avaient versé certaines personnes. Bon, sur le groupe, il y en a facilement une dizaine. Sur les 10, j'en ai récupéré 7, je crois, 7 ou 8. Voilà. Et ça s'est bien passé, bon. Et j'ai fait ça gracieusement, vous voyez, pour les aider. Voilà. Par contre, j'ai pas trop eu de retour d'avis, vous voyez, c'est ça qui est curieux, mais bon. Oui, merci José, Don Diego, qui s'appelle l'immobilier en Espagne, c'est un métier. Mais oui. Oui, acheter un appartement de 100 000 euros, c'est possible, ça existe. Voilà. Il y a même des petites maisons, des petites fincas, tout en règle, en Andalousie, à ce prix-là. Ça existe aussi. Bon, alors oui, j'avais noté un point important. Les agences immobilières travaillent essentiellement pour les vendeurs. Jamais pour les acheteurs. Pourquoi? Parce qu'essentiellement, la commission, ce sont les vendeurs, propriétaires, vendeurs, qui règlent l'agence. Donc, ils regarderont toujours l'intérêt du vendeur. Donc, prudence. Et j'avais fini aussi en disant que la profession d'agent immobilier n'est pas du tout réglementée, pas de responsabilité civile, pas de garantie, pas de loi OK comme en France, loi 1970, donc très grande prudence. Vous voyez? Voilà. Ensuite, dernière partie. Vous avez signé l'acte de la réserve de copropriété, donc vous attendez patiemment le délai et on fait ce qu'on appelle l'écriture publique, la signature chez notaire. Là, c'est ce qu'on appelle escritura de compra y venta. On reprend les termes du compromis de vente avec les différents points importants. On vérifie toujours la référence cadastrale, les surfaces, les identités des acheteurs et vendeurs, le montant des sommes déjà versées. Le processus de notaire, comme je disais, de l'acte notarié est complètement différent des pays francophones, France, Belgique, Suisse, Luxembourg et maintenant Canada. Je reçois, à titre informatif, de plus en plus de demandes de Canadiens et Canadiennes. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être à cause du dollar ou le change. Bon, je dois avoir une certaine autorité, mais j'ai quelques amis canadiens qui m'ont fait un peu de pub. Donc, ceci explique cela. Alors, le paiement final se fait toujours devant notaire au vendeur par chèque certifié bancaire espagnol. Le notaire ne reçoit jamais la somme finale de l'achat dans son étude. Le montant total de l'achat est payé à ce moment-là et la remise des clés se fait en même temps. Voilà. Alors, certains propriétaires, c'est comme certains acheteurs aussi, ils veulent avoir les clés avant d'avoir tout réglé. Non, vous n'aurez pas les clés, on ne vous donnera pas les clés. Et la même chose aussi pour les vendeurs. Acceptez toujours de régler les chèques en contrepartie des clés. Voilà, l'ASIAVES. Donc vous allez régler ce qu'on appelle les frais, les émoluments et registres par une provision de l'ordre, là j'ai fait une moyenne entre 1000 et 2000 euros. C'est une provision, généralement le notaire ensuite il inscrit ça au registre et il vous rembourse une partie. Très attention, vérifiez les sommes administratives au niveau du registre, au niveau du notaire. Dernièrement, avec une cliente en Andalousie, je lui ai fait économiser 1300 euros à peu près. Le notaire, c'était pas le notaire, les émoluments du notaire étaient très corrects, mais le registro, c'est une personne qui a acheté une maison pas très loin de la plage, une opportunité à 230 000 euros à peu près. En vérifiant les comptes,
dans les bureaux de notaire, vous avez le registrador et le service et gestion. C'est comme un gestor qui travaille pour le notaire. Et le monsieur s'était permis d'arrondir les frais de transmission. De 180 €, ma cliente devait régler 1200 € ou 1280 €. Et moi, je disais, mais, ¿pero qué es esto? Te está pasando, ¿no? Enfin, avec l'humour espagnol. Eh bien, perdona, no lo había visto. Et l'autre derrière, mira, lo está mirando todo. Et son collègue à côté, j'ai eu la réflexion, comme il n'y a rien qui m'échappe, et j'ai entendu, tiens, lui, il regarde tout, il contrôle tout. Voilà. D'où l'importance d'un accompagnement strict, même jusqu'à la signature finale au long terme. C'est simple, moi je vérifie tout. J'ai même eu la réflexion du notaire en question, quand parce qu'ils vous lisent l'étude de vente rapide, tac, bueno, et para et moi je prenais le temps. Despacio, hombre, notario, tac, et j'avais tout décortiqué, et le notaire, il était, ah oui, que tengo otra cita, j'ai encore un rendez-vous. ¿Qué? Otra cita? Je lui dis, comment vous avez un autre rendez-vous? Là, je viens avec mes clients. On se déplace de l'Espagne. Una vez, pero no dos. Comme ça. Un monsieur, bon, c'était un notaire, certes. Tout le monde, au petit soulier, l'agence immobilière du vendeur. Il y avait 2 agences pour l'occasion. J'ai pas apprécié ça. Donc, j'ai dit, bon, notario, de acuerdo, usted es un hombre de fe. Pero hay cosas que hay que rajatabla. Cada cosa en su tiempo. Y cogemos el tiempo. El cliente viene, no de aquí, viene de la Costa Azul. Ils ont fait 2000 kilomètres pour faire l'acte. Donc, je prends le temps avec eux. Et ce monsieur-là, quelque part, il avait des rendez-vous aussi, mais pour vous dire un peu la procédure, ça va très très vite. Donc, demandez à être avec quelqu'un qui vous accompagne et qui vous traduise au fur et à mesure. Sinon, vous allez au droit de problèmes, même jusqu'à la signature finale du notaire. Cuidado. A veces hay gato encerrado, comme je dis. Faites attention, parfois, c'est une expression espagnole, il y a du chat caché. Il vous noie le poisson. Je ne suis pas... Vous savez, bon, j'ai peut-être cette manie parce que avec mon père, on a fait beaucoup d'affaires aussi. Il était dans la construction de l'utilitaire public en Espagne. Il me dit, no te fías de nadie, mismo en Espagne. Por tanto, yo soy espagnol. Voilà, mon propre père me dit, ne te fie de personne. Ni confiance en personne. Hay que tener mucho cuidado, hay que estar bien rodeado. Voilà. Donc, moi je vous apporte mon expertise. Pourtant, je suis espagnol. Quand je vois qu'ils essayent de nous rouler, non, c'est pas bien. C'est le petit détail qui fausse tout. C'est clair en Andalousie, justement. Bon, je m'attarde un peu parce que j'avais pas du tout apprécié. Mira, pero tus clientes, ¿qué das más? 1000 euros, 1000 euros de menos o de más, es igual, hombre, no te preocupes. Digo, no, pero ¿qué trabajáis vosotros? Pour vous dire, faut être très strict. C'est pour ça, on m'a surnommé en Espagne, en Andalousie, era la oveja negra de la notaria. Tu es le mouton noir du notariat. Parce que, non, ils voient que je contrôle tout, quoi. Et les agences, certaines aiment bien parce que j'essaie de faire un travail pro, eux n'ont pas de problème et j'ai quelques bons partenaires espagnols, ils me suivent, voilà. Okay. Ah oui, les fameux frais d'ITP. ITP dans différentes régions d'Espagne. En Espagne, vous avez 17 régions. 17 régions, chaque région a ses propres règlements fiscaux, réglementaires, au niveau aussi bien urbanistique, juridique, fiscaux et touristiques maintenant, dernièrement. Pourquoi? Catalogne, ITP 10%. Comunidad Valenciana 10%. Murcia, Comunidad de Murcia 6%, 6%. Andalucía 7%, c'était à 8, 7%. Les Andalous, c'est le PP maintenant, bon, c'est un niveau politique, ils font tout pour faire venir les investisseurs, le tourisme, comme à Madrid. Madrid
la même chose aussi. Vous avez les Canaries, bon, ce sont des communautés autonomes. Tout est fait pour attirer les capitaux et donner libre cours aussi aux charges fiscales à ce niveau-là, justement au niveau des achats-ventes en revente. Par contre, pour les constructions neuves, ce n'est plus l'ITP, c'est ce qu'on appelle l'IVA, Impuesto de Valor Añadido, qui est de 10% plus AJD, Acto Jurídico Documentado. Et là, ça varie de 0,7 à 1,5 suivant les régions d'Espagne. Donc vous avez des différences à ce niveau-là. Voilà, tout est bien, ça vous convient? Oui, Lydia, anguille sous roche, oui. Du poisson sous caillou, oui. Voilà. Hay gato encerrado, hay culebras, voilà, enfin, il y a plusieurs expressions. Voilà. Voilà. Yes, c'est pour ça qu'on a affaire avec vous et personne d'autre. Oui, mais je ne suis pas... Je vais me cloner, j'ai vu ça sur un des posts aussi. Non, j'essaye de faire ce travail avec amour, avec bienveillance et voilà, parce que je suis partagé entre les deux cultures, aussi bien la française que l'espagnole. J'aime mon pays. Alors, j'étais espagnol. Écoutez-moi mon parcours. J'ai pris la naturalisation française pour faire les études au niveau architecture en France, parce que j'ai subi le racisme espagnol. Hombre, tac, 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 espagnol, tac, bueno. Bon, c'est un petit aparté. Donc, quand j'ai eu la nationalité française à 20 ans, voilà, c'était 20 ans, et ben, j'ai été appelé sous les drapeaux français. J'ai fait mon armée en France. Voilà. J'ai repris ma nationalité espagnole, donc maintenant j'ai la double nationalité française et espagnole. Donc j'ai travaillé sur des promoteurs en Espagne, j'ai vendu pas mal d'appartements pour mon père au départ, et ensuite pour des promoteurs immobiliers espagnols, dont la construction je connais très bien, le système de signature au notaire, aussi bien sur la région Costa Brava, on avait commencé sur Rosas, l'Escala, Estartit, Palamos, Playa de Aro. Sur Alicante, mon père avait fait construire un lotissement du côté d'Alicante, entre Elche et un petit village qui s'appelle San Vicente de Raspe, pas très loin, vers l'intérieur, là où vous avez maintenant les facultés. Donc je connais très bien. Et nous allions en vacances à Santa Pola, Torrevieja, El Arenale, Villajoyosa, Campello. Donc je connais par cœur ce coin-là. Ensuite, quand j'ai eu ma centrale de réservation, bon, je vous fais un petit parcours de ma personne. Ça vous permettra de voir le personnage. Donc, je fais des études d'archi, d'économiste, c'est-à-dire maîtreur en bâtiment, études de prix du bâtiment, architecture ensuite, études de prix du bâtiment au lycée du Oda à Nîmes, architecture à Montpellier, à Plan des Quatre Seigneurs. Donc, c'est un diplôme d'EPLG en 3 cycles, 2, 4, 6. De là, service d'urbanisme en Espagne. J'ai fait une Escuela Superior de situation urbana dans l'urbanisme. Donc, je suis resté un cursus de 16 mois à Barcelone. Ensuite, je suis revenu en France et j'ai commencé à travailler dans le monde du travail. Entreprise à Paris, région pontoise pour des gros groupes, compagnie électrique, Razel, la Colas, travaux publics, Bouygues, enfin de gros promoteurs, constructeurs. Ensuite, je suis revenu sur la région Perpignan. Mon père a fait appel à mes services, donc on a commencé. Il avait des problèmes pour vendre ses appartements sur Rosas, et c'est là où j'ai rencontré mon ex-femme. J'ai vendu l'appartement avec vos parents et j'ai récupéré leur fille, pour vous dire. Voilà. Qui est bordelaise, qui est maman de mes 2 filles. Voilà. Et qui est maintenant sur la région parisienne. Voilà. C'est un petit aparté. Voilà. Que dire d'autre? Que j'adore ce pays. J'ai eu la plus grande agence de location en vacances, centrale de réservation, Kirosimo. Voilà. Qui existe toujours. Où je me suis fait racheter en 2004. Voilà, qui est géré par Villa du Monde, voilà, qui est à Paris, qui a pris mon nom, Kirosimo. Bon là, c'est un petit incident personnel, bon, les choses qui arrivent. Voilà. Après, j'ai commencé à investir, à
travaillé dans la location vacances, dont j'ai monté des bureaux sur Mérignac. J'avais un staff de vingtaine de personnes au téléphone, marketing. Donc c'est là où j'ai pu connaître toutes les régions d'Espagne, depuis la Costa Brava, Costa Dorada, Costa de la Sal, Costa Blanca, Costa Almería, Costa del Sol, Costa de la Luz, País Vasco, Cantabria, Asturias, Andalousie et Catalunya. Donc, j'ai parcouru en long, en large et en travers toute l'Espagne. Je la connais comme ma poche. Bon, et je pourrais vous dire les avantages et les inconvénients de chaque ville. Et j'ai vu l'évolution en positif, en négatif de certaines régions. C'est pour ça que j'ai eu parfois des demandes de, comment vous dire, de Torrevieja, qui est une très belle station, qui est devenue pour moi, enfin, j'ose pas la critiquer parce que j'ai passé de très bonnes vacances. Et j'allais du côté de Santa Pola, vers le nord, vers la Mata, vers Orihuela, et Los Arenales. Voilà, c'était des villes de la plage à côté d'Elche. C'était au sud d'Alicante. Très très bien. Mais là, c'est un peu zone. Voilà. En Espagne, on appelle ça le chusma. Là, c'est devenu je vais pas dire, bon, un peu la petite délinquance de l'Espagne. Donc, danger si vous amenez vos enfants sur la plage. Enfin, faut faire. Excusez-moi, ça sort du contexte, mais c'est plus fort que moi. J'essaye de dire ouvertement les points positifs, les points négatifs de chaque village et de chaque secteur que je développe. Ensuite, un endroit que j'adore, qui est superbe, où j'ai passé pas mal de vacances, où j'ai loué énormément de villas avec piscine privée, la région de Denia, Javea, Moreira, Benissa, Calpe, Altea. Petit bémol, ces derniers temps, sur Calpe, c'est devenu, ça a trop construit. Ils veulent ressembler, ça va être un peu la copie conforme, bon, pas de Benidorm. Voilà. Et ensuite, vous avez l'Andalousie, qui est très agréable aussi, sachant que l'Andalousie est très grande, 8 provinces. Almería, Sevilla, Jaén, Huelva, Cadix, Malaga, Córdoba. Vous voyez, 8 provinces. Les plus demandées, Almería, Malaga. Malaga, pour moi, c'est une très très belle station. Ils veulent en faire la Silicon Valley de l'Europe. D'où les prix sont en train de flamber de 15 à 17% par an. Un conseil, je vous conseille d'investir autour de Malaga, des petits villages tels que Mijas, tels que Nerja, Torox, Frigiliana, très beau village, Antequera, tous les villages de la partie est, c'est-à-dire la partie avant Malaga, ce qu'on appelle la Jarquilla, pour moi l'Andalousie authentique. Ensuite, vous avez la partie sud de Malaga, vous avez celle qui va vers Marbella, il y a Mijas, ensuite un peu plus loin, bon, Torremolinos, c'est un peu trop construit, Torremolinos, Fuengirola, bon, vous avez ensuite Caleta de Vélez, qui est très bien aussi, mais du côté de l'Aljarquilla. Ensuite, on se dirige vers Marbella, alors là, c'est Mijas, on commence déjà à voir le tourisme sélectif, qui est très bien aussi, Benalmádena, Estepona, et ensuite le top, c'est Sotogrande, et là ça fait partie de la province de Cadix, et plus au sud, vous avez le détroit de Gibraltar et Tarifa. Et ensuite celle que j'adore par excellence, l'Andalousie authentique, profonde, magnifique, où vous avez de très grandes plages de sable fin comme ici dans les Landes, la Costa de la Luz. Alors là, vous avez Rota, Vélez, au bord de mer. Vous avez Chiclana, Conilles de la Frontera. Chiclana, faire attention, beaucoup de maisons illégales. D'ailleurs, ça a été pris comme référence, comme modèle d'étude à l'école d'architecture à Séville. Il s'avère qu'il y a plus de 70 000 maisons illégales autour de Chiclana. Donc, allez-y avec prudence. Il y a des possibilités, par contre, vous avez certaines maisons qu'on peut rendre légales.
Et là, il y a tout un processus à mettre à mettre en compte, enfin, à voir, disons, il y a la possibilité de les rendre légales, voyez. Et ensuite, vous avez des petits villages au nord. Vous avez San Fernando, Puerto San Fernando, vous avez Cadix, bien sûr. Après, Rota, Chipiona, San Luca, et ensuite on va vers le nord, et l'autre région, il faut traverser direction Séville, on contourne le parc de la Doñana, et là vous descendez vers Ayamonte et Huelva. Toute cette côte-là, elle est sauvage, elle donne la frontière contre... là, on s'en rapproche du Portugal. Voilà. Et toutes ces régions-là, vous bénéficiez de l'ITP favorable qui est de 7%. Voilà. Bon, je pense que je vous ai assez dit de choses aujourd'hui, où j'ai mélangé un peu de privé, de perso, et tout a été fait en spontané. Vous avez pu le remarquer. Qu'en pensez-vous? Bon, merci Evelyne, je passerai par Monsieur Quiros pour me guider, me conseiller, m'assister dans un an. Bueno, d'accordo. Ou alors mon équipe. C'était génial, je passerai par Monsieur. Souhaitez-vous transmettre vos connaissances et ainsi développer au travers d'agents commerciaux? Oui, je vais faire ça. Justement, ça va faire l'objet aussi d'une formation qui a pris du temps aussi. Donc, je voulais faire une formation pour les baroudeurs de l'achat en Espagne à petit budget au lieu, c'est-à-dire une formation complète quand même avec un peu de modules pour être propriétaire en 3 mois. Si ça peut intéresser des personnes, vous m'en faites part dans vos commentaires. Je pense que je vais la sortir. Bon, une formation comme ça complète, bon, je vois mais un peu ce qui se fait, ça tourne autour de 1900 à 2000 euros à peu près. C'est à peu près les honoraires d'un avocat, de quelqu'un qui vous accompagne sur place. Mais là, vous en saurez plus que l'avocat. Ça, je peux vous le certifier. Et je vais lancer cette formation. J'ai pensé, je vais faire un coup d'éclat. Je vais la brader peut-être à 50% pour ceux qui me font confiance. Vous voyez? Et pour les professionnels, je veux me structurer justement pour développer mon savoir-faire sur toutes les régions d'Espagne, où là je ferai des formations adaptées aux agents immobiliers espagnols, voire mandataires, qui sont en Espagne, mais qui suivent mes directives, aussi bien urbanistiques, droit de la construction, droit de l'immobilier, toutes les choses à connaître. Voilà, pour avoir un résultat fiable et ne pas rencontrer de problèmes par la suite avec leurs acquéreurs. Et ça, croyez-moi, ça va faire une bonne notoriété. Et il faudrait que tous ces gens-là partagent quelque part mes valeurs et où on joue la transparence, l'honnêteté et voilà. Voilà. Qu'en pensez-vous? Mettez un pouce si ça vous plaît. Continuez. Bon, Patrick, oui, on va se faire un barbecue. Quel est l'endroit le mieux pour investir pour le locatif? Oh là là, c'est vrai qu'on a... Alors, si vous permettez, dites-moi si on pourra faire un live spécial investissement locatif. Ça vous dit? Voilà. Avec quel type d'appartement, quel type de logement faut-il investir? Est-ce un appartement, une maison, appartement, piscine commune, maison mitoyenne, piscine privée, villa simple? Quelles costas? Costa Brava, Costa del Maresme, del Dorada, la Osara, la Costa de Valencia, Costa Blanca? Quelle rentabilité? Quelles sont les rentabilités qu'on peut obtenir? Quelles sont les déductions qu'on peut avoir? Pour la mise en location, suivre un processus assez strict. Donc, est-ce que tout ceci pourra vous intéresser? Alors, sachant que chaque région a ses spécificités. Donc, à la limite, il faudrait que je fasse un live pour chaque région d'Espagne. Ensuite, on n'est pas rentré dans le détail, mais il y a la présentation des différents baux espagnols. Comme en France, vous avez tout ce qui est... bon, ça, c'est au niveau des statuts. Statuts en loueur, en meublé, LNP, SCI, à l'IR, à l'IS. Sachez qu'en Espagne, vous n'avez rien de tout ça. Vous avez contrato de arrendamiento,
contrato de arrendamiento corto y licencia turística. Par contre, vous avez des subtilités à connaître dans ces contrats. Donc là aussi, ça fera partie des modules que je vais insérer dans la formation. Sachant que la formation professionnelle sera bien plus complète et plus onéreuse, bien sûr. Pourquoi? Parce que je vais y passer beaucoup de temps. Donc ce sont des personnes qui vont me représenter sur le territoire espagnol. Voilà, bien sûr, j'ai également un réseau très riche de personnes très compétentes, c'est simple, los mejores d'Espagne. J'ai les meilleurs d'Espagne, les meilleurs avocats en droit immobilier, en droit privé, en droit des affaires, en droit des contrats, enfin. Pourquoi? Parce que même dans les avocats, hay muchos canta mañana, entre guillemets, hay mucho pito y flauta. C'est ce qu'on a. Enfin, excusez-moi, je suis direct. Voilà. Et j'aime bien les gens qui sont là dernièrement dans mon colloque, au colloque que j'ai eu dernièrement à Alicante. J'ai eu un avocat bâtonnier, un jeune avec les dents longues, il a une quarantaine d'années, mais il gagne tous les procès à l'heure actuelle. C'est quelqu'un qui aime, j'aime bien ça. C'est un passionné du droit immobilier et ça j'adore. Et par contre, il est très franc, il a une honnêteté et ça il y a un feeling qui est passé entre nous, ça j'apprécie, vous voyez. Voilà. Sinon, ah oui, on n'a pas parlé aussi, il y a des régions d'Espagne qui sont en plein essor, où les tarifs sont en plein essor. J'ai eu deux ou trois demandes de ces régions, notamment au nord de l'Andalousie, vers l'Extremadura. Extremeño, la Castilla, alors là vous avez des grands domaines de chasse, vous pouvez avoir une superbe bâtisse avec 10, 15, 20 hectares pour 400, 500 000 euros, des produits vraiment exceptionnels. Voilà. Alors, oui, on doit juste vendre votre maison avant. Oui, alors, j'ai remarqué aussi que j'ai des demandes de personnes qui ont des biens à la vente en Espagne. Parfois elles mettent leur diffusion sur le groupe, mais moi je les bloque. Enfin, mes modérateurs ont la consigne de les bloquer parce que avant de mettre n'importe quoi, j'aime bien vérifier les pièces écrites et les documents. Pourquoi? Parce que je ne veux induire personne en erreur, ni que sur mon groupe il y ait des sujets de litige. Chose qui se trouve dans d'autres sites, croyez-moi. J'ai vu des arnaques, et pourquoi? Bon, c'est normal, parce que c'est la foire à tout, les administrateurs essayent de bien faire leur boulot, mais ne connaissent rien à l'immobilier, aux normes urbanistiques, et acceptent les annonces, bien sûr, au détriment de la véracité des documents, quoi. Donc il faut faire très attention. Dans ce premier live, je pense que je suis quand même assez content. On est resté 1 heure, non, à peu près. Tu vois? Ah non, 20h19. 1h30, non, 1h20. 1h20, et nous sommes arrivés à 43 personnes. Et 204 commentaires. Oh, c'est pas mal. Bon, je me lance un défi. Vous êtes d'accord avec moi? Prochain live, faut que nous arrivons à 100 personnes. C'est pas assez. 43 sur 11 000, voilà, mais ça c'est le moteur de Facebook, ne vous mettez pas en avant, quoi. Le problème il est là. Bon, par contre, la prochaine fois j'essaierai de mieux me structurer. Pourtant j'avais ce qu'il fallait pour lire, mais bon, je me suis écarté parfois. Je suis un peu bavard, certes, parce que je suis de la spontanéité. Vous avez pu le voir, le sentir. Voilà, j'essaie de partager les belles choses de l'Espagne, comme la France d'ailleurs, et je suis partagé entre ces deux cultures. Voilà, ce qui est sûr, c'est que j'ai vendu déjà toutes mes activités sur l'Espagne. J'ai tout transféré sur l'Espagne. Le problème en Espagne, en France, c'est que la fiscalité est devenue un peu confiscatoire. C'est dommage. Bon, ça c'est une chose. Moi, je suis prêt à payer des impôts, certes. Mais le problème qu'il y a aussi, c'est que s'il y a une morosité ambiante que je sens,
il n'y a pas la convivialité que je peux sentir dans certaines régions d'Espagne. Voilà. Pour un rien, on vous dit bonjour, pour un rien, on vous dit, voilà, c'est un autre mode de vie, quoi. Voilà. Bon, ben, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Profitez bien, un bon week-end. Et là, je vais devoir lire les 214 ou 220 commentaires que j'ai. Et n'hésitez pas à m'envoyer sur mon adresse email akivilla@gmail.com. Voilà. Sachant que je suis en processus aussi de retravailler toute ma stratégie digitale. Je vais faire un site, un blog sur mon nom, joselouisquiros.com, avec une chaîne YouTube où je vais vendre quelque part ma marque. Voilà. Et où il y aura mon adresse mail personnalisée. Parce qu'Akivilla, à la base, c'était une société en Espagne de location de vacances. Où je mets en location les biens des propriétaires qui ont signé des contrats avec moi. Voilà. Que je garderai toujours d'ailleurs. Bien sûr, merci et à bientôt. Au revoir. Hasta la próxima.